Il existe différents types de bioluminescence. Premièrement, nous avons les réactions intracellulaires. Donc la bioluminescence intracellulaire signifie que la lumière bioluminescente est transmise à l'extérieur via la peau. Ce type d'émission est spécifique aux espèces multicellulaires générées par des cellules spécialisées. La lumière produite est ensuite amplifiée via des matériaux réfléchissants présents à la surface de la peau. Il y a deux éléments nécessaires à cette réaction chimique. Les photocytes, cellules internes qui se spécialisent dans la production de lumière, et les photophores, qui sont les organes contenant la totalité de ces cellules photocytes. Les photocytes vont donc générer par action enzymatique des ondes lumineuses qui vont être émises vers l'extérieur. Les couleurs vont ensuite être traitées à travers un filtre coloré composé de cellules pigmentaires et de couches réflectives. Contrairement à la bioluminescence extracellulaire, les produits de réaction enzymatique restent internes à l'organisme de l'espèce. Cette lumière sera ensuite conservée via des cellules bâtonnées vers la cellule qui fera office de cristallin, permettant d'intensifier ou simplement de modifier l'intensité lumineuse. Dans un deuxième temps, nous avons les réactions extracellulaires. Donc la bioluminescence extracellulaire nécessite la présence de deux molécules spécifiques pour activer la réaction de bioluminescence, la luciférine et la luciférase. La réaction chimique se déroule à l'intérieur des cellules de l'espèce vivante. Suite à la réaction entre ces deux éléments, le produit peut être stocké soit dans les glandes, au niveau de la peau ou encore sous la peau. Comme précédemment expliqué, la luciférine associée à une molécule d'adénosine triphosphate sera catalysée par la luciférase ainsi que des ions magnésium. Ces produits seront ensuite oxydés pour enfin donner lieu à la production d'énergie, de lumière et de dioxyde de carbone. Les produits de cette réaction de bioluminescence sont ensuite expulsés sous forme de nuages lumineux, que ce soit à l'air libre, cas du sol bioluminescence, ou encore dans l'eau, cas du bioplancton. Nous avons enfin la symbiose des bactéries. Ce dernier type de bioluminescence est le plus commun chez les espèces vivantes. Elle a seulement pu être observée chez les espèces marines. Le principe de la symbiose est l'association bénéfique de plusieurs corps d'espèces différentes. Ces espèces hétérospécifiques vont toutes tirer profit de la présence et l'influence du corps étranger. Ces corps étrangers peuvent être caractérisés de symbiotes lors d'un apport bénéfique des deux côtés. Les espèces hôtes présentent des vésicules qui renferment l'ensemble des bactéries bioluminescentes appelées photophores. Souvent situées au niveau de la paroi abdominale, ces bactéries produisent de la lumière lorsqu'elles se regroupent en de fortes densités. La symbiose peut être catégorisée en deux groupes, l'ectosymbiose et l'endosymbiose. Respectivement, l'ectosymbiose signifie que les bactéries vivent à la surface de l'être colonisé et l'endosymbiose signifie que les bactéries se déplacent librement au niveau du cytoplasme intracellulaire. C'est pour cela que nous pouvons parler de symbiose. Une fois ingérées par l'être vivant, les bactéries se retrouvent dans un milieu plus propice au développement exponentiel de ces dernières. D'autre part, les espèces ayant des bactéries présentes dans leur système ont la possibilité de pouvoir émettre des nuages lumineux utiles pour se défendre, attaquer ou même se reproduire. Il existe différentes fonctions pour la bioluminescence. Dans un premier temps, elle permet de s'éclairer, elle permet également d'attaquer, elle permet également de se défendre ou encore de se reproduire, et elle permet également de se camoufler. Il existe différentes utilisations par l'homme de la bioluminescence. Elle permet de quantifier la biomasse totale présente au sein d'un échantillon grâce à la mesure de l'ATP intracellulaire. Cette technique développée depuis plus de 20 ans se nomme l'ATP-métrie et a comme objectif principal de pouvoir déterminer la masse totale de toutes les espèces vivantes au sein d'un milieu naturel défini. L'ATP signifie adénosine triphosphate, une molécule découverte dans les années 1930. Elle est présente dans pratiquement la totalité des réactions chimiques des métabolismes cellulaires. Elle peut préserver l'énergie et la redistribuer lors des réactions chimiques selon les besoins. Cette fourniture d'énergie est possible suite à la séparation des différents groupes phosphates présents dans la molécule. Les domaines d'application de cette technique s'appliquent notamment dans l'agroalimentaire, le traitement des eaux et le contrôle environnemental avec l'état de fermentation du lait, le contrôle des stérilités des produits, l'évaluation des activités microbiennes ou encore les tests de toxicité. Afin de pouvoir déterminer l'intégralité des espèces vivantes présentes, un appareil est nécessaire à l'étude, le luminomètre. Appareil permettant de mesurer l'intensité lumineuse de la bioluminescence émise par oxydation des réactifs comme la luciférine, la luciférase et l'adénosine triphosphate. Le luminomètre permet donc de pouvoir déterminer les concentrations de bactéries ou microbes présents dans l'échantillon prélevé. Nous pouvons donc déterminer le degré de contamination par rapport au ratio entre l'intensité lumineuse et les concentrations d'adénosine triphosphate présentes dans l'échantillon prélevé. En plus de pouvoir déterminer le degré de contamination d'un produit, il est possible de se projeter afin de déterminer l'évolution bactérienne dans un produit. Cela pourra par la suite donner une idée de la date de péremption, par exemple, à mettre en place pour les tels produits. L'imagerie médicale a également utilisé la bioluminescence. Il est possible d'observer le comportement des neurones dans le cerveau d'un individu grâce au principe de bioluminescence. Il s'agit d'utiliser une protéine traceuse nommée GFP qui est sensible à la présence de calcium lors de la présence d'un second réactif, le
coélanthérasine. La réaction de ces deux éléments, lors d'une variation de concentration de calcium, résulte en l'émission de photons de lumière. Étant donné que cette variation peut être due à l'activité d'un neurone, il est donc possible d'étudier le comportement cérébral d'un individu lors de diverses activités. L'avantage majeur de cette technique est qu'elle est non toxique et permet une observation du réseau neuronal sur plusieurs heures voire plusieurs jours. Cette nouvelle technique permet l'étude des maladies dégénératives et héréditaires telles que Parkinson, Alzheimer ou d'autres encore. Elle permet également d'avoir une meilleure compréhension des effets des substances au niveau cérébral telles que le tabac, l'alcool ou encore le sucre. Dans un deuxième temps, l'imagerie médicale a pu utiliser la bioluminescence pour l'étude de la cancérologie. Donc lors de l'apparition de tumeurs malignes ou bénignes, il est primordial de détecter au plus vite les organes touchés par cette dégénérescence incontrôlée des cellules. Le développement d'un cancer est provoqué par le détachement des cellules cancérigènes de la tumeur primaire vers le reste des organes via les vaisseaux sanguins, proliférant de manière exponentielle cette dégénérescence. L'étude et le suivi de ces dégénérescences est désormais possible grâce à l'imagerie directe des cellules par bioluminescence. En plus de pouvoir visualiser en temps réel ce qui se déroule à l'intérieur de l'organisme contaminé, il est également possible de quantifier la réaction bioluminescente. Une caméra sensible à ces émissions lumineuses permet de détecter les photons émis à l'intérieur des organismes du contaminé grâce à la même technique observée dans la nature. Le sujet est au préalable injecté avec de la luciférine afin de pouvoir par la suite réagir avec l'enzyme catalyseur. Cet enzyme catalyseur couplé à un gène transfecté permet la réaction avec la protéine de luciférine. La luciférine et les luciférases réagissent comme chez les êtres présentant des formes de bioluminescence extracellulaire, permettant la localisation précise de la tumeur et de son évolution au sein de l'organisme. Enfin, il est donc possible de contrôler l'efficacité des traitements appliqués à ces maladies dégénératives suivant l'évolution de la bioluminescence émise par les cellules contaminées. Parlons maintenant de quelques espèces. Nous savons que certaines crevettes peuvent émettre de la bioluminescence extracellulaire, augmentant leurs chances de survie lors de l'approche d'un prédateur. Lors d'une menace, ce crustacé va expulser un nuage lumineux en direction du prédateur, lui permettant automatiquement de se projeter en direction opposée de son agresseur et permettant également de l'éblouir. Le cténophore est un mollusque invertébré présentant des tentacules bioluminescentes multicolores qui sont en permanence en excitation afin de désorienter et dissuader n'importe quel prédateur qui s'en approche. Enfin, la méduse Atolla a la particularité de pouvoir générer des lumières électroluminescentes aux extrémités de ses tentacules. Cela a comme effet de dissuader le prédateur pour plusieurs raisons. Premièrement, le jeu de lumière désoriente le prédateur lors de l'attaque. Deuxièmement, cela permet de lui donner un semblant de gigantisme par rapport à sa taille originale. Dans la famille des poissons, nous avons le Myctophidé, communément appelé poisson lanterne, qui attire ses proies grâce à la poche bioluminescente présente à l'extrémité de son antenne. La lumière émise est de couleur bleue, permettant d'être visible sur de plus grandes distances. L'Argylopellicus est un poisson qui chasse en général dans des eaux peu profondes, le rendant particulièrement vulnérable aux prédateurs situés plus en profondeur. Pour se défendre, ce dernier émet une lumière de longueur d'onde similaire à l'eau qui l'entoure, au niveau de son abdomen, le rendant invisible pour ses prédateurs. Le poisson lampe-torche a la particularité de pouvoir produire de la lumière au niveau de ses yeux. Des photophores sont présents sous ses yeux lui permettant de s'éclairer à la demande dans les endroits les plus obscurs. Enfin, l'Aristotomias, ou plus communément appelé poisson dragon, est une des rares espèces à pouvoir émettre des rayons lumineux qui tendent vers l'infrarouge. Étant donné que les longueurs d'onde rouges se propagent le moins loin, il est possible pour ce poisson de chasser sans être repéré. Dans la famille des bactéries et micro-organismes, nous retrouvons le phytoplancton et les bactéries. Donc le phytoplancton bioluminescent, principalement composé de dinoflagellés, produit de la bioluminescence lors de l'excitation des cellules. Lors de l'activation d'un organisme, une réaction en chaîne se produit activant la totalité de ces organismes. Les bactéries peuvent également être bioluminescentes et présentent par ailleurs la première source de bioluminescence observée aujourd'hui. Ces organismes peuvent générer de la lumière en parfaite autonomie, mais il est plus avantageux pour l'espèce de rentrer en symbiose avec un corps étranger afin que les corps puissent profiter de cette association. Enfin, chez les insectes, nous retrouvons les larves de moustiques Arachnocampa luminosa qui sont des prédateurs ayant perfectionné l'utilisation de la bioluminescence. Elles tissent des toiles de soie bioluminescentes afin d'attirer les insectes volant dans la grotte. Lorsque ces derniers se retrouvent sur la toile de la larve, ils se retrouvent dans l'incapacité de bouger jusqu'à la digestion totale. Les lucioles utilisent la bioluminescence extracellulaire afin d'émettre des rayons lumineux ayant des significations particulières selon les besoins. Lors de la reproduction, ces derniers émettent des rayons lumineux d'une fréquence spécifique et si une femelle émet des signaux lumineux similaires, cela signifie que les deux espèces peuvent donc se reproduire. Enfin, le ver luisant, contrairement aux lucioles, émet une bioluminescence intracellulaire, car les produits de la réaction chimique restent internes au corps de l'insecte. Il utilise majoritairement son abdomen afin de s'éclairer, mais également lors des parades nuptiales en vue d'une reproduction avec le sexe opposé.
Suite aux observations dans les milieux naturels, il a été découvert que le phénomène de la bioluminescence est principalement le résultat d'une réaction chimique mettant en avant une protéine substrat, la luciférine, et un enzyme biocatalyseur, la luciférase. Cette réaction résulte en une libération d'énergie ainsi qu'en une production de lumière. Plusieurs types de bioluminescence ont pu être recensés, la bioluminescence intracellulaire, extracellulaire et par symbiose avec les bactéries. La bioluminescence peut donc servir plusieurs fonctions dans le monde animal, telles que se défendre, attaquer, s'éclairer ou encore se reproduire. Ces phénomènes ont ensuite pu être adaptés aux besoins de l'homme, notamment avec la mise au point de l'ATPmétrie, permettant de quantifier la biomasse totale d'un échantillon en déterminant la toxicité d'un élément. Grâce à l'étude des émissions de photons et de longueurs d'onde différentes, des progrès ont pu voir le jour dans le domaine médical, notamment avec le traitement des cellules cancérigènes et l'étude plus en profondeur du cerveau humain. Il reste cependant des projets qui pourraient d'autant plus changer l'approche que nous avons sur la consommation d'énergie, notamment avec la mise au point d'écrans qui pourraient être alimentés par des biopixels, c'est-à-dire des bactéries bioluminescentes servant de pigments pour les écrans, ou encore avec la conception d'arbres bioluminescents afin de définitivement se débarrasser de l'éclairage général permettant de diminuer les consommations ainsi que les impacts sur l'environnement.